Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous du Mystère, cet espace-temps qui est le vôtre et qui donne la liberté de parole à ceux que je reçois ici, en hommage aux initiés, aux penseurs et aux philosophes, parfois qualifiés d'hérétiques, martyrs des temps d'obscurantisme qui avaient bien avant les autres compris l'univers et l'infini. Ce soir ensemble, on va parler d'amour, de l'amour inspirant et porteur de belles énergies, de celui qui répare et qui transforme, de cette vibration universelle, de cette petite lumière que chacun porte dans le cœur. J'ai donc le plaisir de recevoir pour éclairer notre chemin ce soir deux auteurs, deux Sarah, qui ont en commun évidemment l'amour et qui portent bien leur prénom au travers de leurs ouvrages. Deux nobles dames bienveillantes et venant d'un univers spirituel, fortes de leur intuition et des valeurs qu'elles véhiculent et qu'elles défendent. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Sarah Serjevic. Bonjour Sarah. Alors, comédienne, thérapeute et auteure d'un livre qui vient de sortir chez Mama Édition, Quand l'amour rend possible l'impossible. Un livre sur la conscience de l'amour, amour capable de transcender nos blessures et de métamorphoser nos épreuves en expériences fécondes. Et c'est aussi un livre sur l'espérance. Je reçois également une autre porteuse de ce beau prénom. Il s'agit de Sarah Jane Dehel. Bonjour Sarah. Bonjour Patricia. Ravie de te recevoir également. Avec un ouvrage qui est aussi prometteur. Les gens qui s'aiment ont leurs secrets. Édité au Lotus et l'éléphant, un livre qui nous donne 7 clés au travers de 7 épreuves pour réparer notre cœur en fonction des épreuves que nous traversons. Pour m'accompagner, c'est mon compagnon aussi, tout le monde le sait, on retrouve Renaud Siri, artiste et animateur sur Armada, notre Candide de service. Bonsoir à tous, toujours ravi de vous retrouver sur ce magnifique plateau. Alors, quelques mots sur Sarah Serjevic avant de lui donner la parole. Elle a quitté les plus grandes scènes où elle a joué avec des comédiens emblématiques du théâtre comme Jean Poiret, Michel Serrault, Suzanne Flon et bien d'autres pour plonger au cœur de la psychologie et fonder en 1996 son propre théâtre qu'elle appelle le théâtre authentique. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Pour l'instant, c'est impeccable. Alors, le théâtre authentique où elle utilise l'art théâtral comme un levier puissant de transformation intérieure et de développement personnel. Sous forme de psychodrame, elle organise des stages où les mots MOTS, et on peut dire aussi les mots MAUX, et les situations émotionnelles vont provoquer des chocs et permettre aux participants d'entamer des processus de réparation de leur âme et de leur cœur, tout en leur délivrant la clé de la guérison et de la liberté retrouvée. En 2000, elle rejoint l'équipe de Cœur.com, il me semble, c'est bien Absolument. ça, et co-crée avec Guy Corneau, que beaucoup connaissent, de grands séminaires mêlant art et thérapie. Elle a également à son actif d'écrivain d'autres ouvrages comme Rompre avec nos rôles, Éloge d'être soi, Aimer sans masque et Passage à l'acte de vie. Je ne les ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais Pas grave. voilà, ça fait 4 livres en tout que tu as écrits. On lui a dit un jour, l'homme se fait de se défaire. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Pour elle, l'homme doit se réinventer car il est toujours en mouvement. Sarah est médium et on entend l'âme parler et s'est donné pour mission depuis 27 ans, ça fait 27 ans, d'aider des milliers de personnes à se reconnecter enfin à elles-mêmes. Pierre Lunel, qui a écrit la préface de son dernier livre, dit d'elle qu'elle est une jardinière de l'âme. J'ai puisé donc de cette magnifique préface que l'âme est le véhicule qui nous relie à l'infini et que c'est dans cet infini que travaille l'amour. L'amour, est-ce que c'est l'amour ? Voilà ma première question, Sarah. Est-ce que cet amour, c'est l'amour avec un grand A, l'amour universel ? Absolument. Parle-nous de cet amour déjà.
Oui, c'est avec un grand A parce que c'est la force qui tient le monde. C'est tout ce qui contribue à réparer ce monde. C'est cette force magnétique qui provoque des états de conscience, des états d'expansion de l'être, qui sont capables de retourner les situations les plus complexes. Et c'est, je crois, qu'on peut dire que l'amour, c'est le seul sens d'une vie. Tout le reste n'est que distraction, finalement. Oui, c'est l'amour avec un grand A. Oui. Et c'est vrai que c'est cet amour dont on a besoin tellement en ce moment, d'ailleurs, qui est quand même une période difficile, où cet amour universel, il faudrait vraiment le retrouver. Il faudrait vraiment que chacun y mette un petit peu du sien. Mais on vit actuellement une crise planétaire. Oui. Et je crois que nous sommes tous appelés dans cette crise planétaire à nous éveiller. À nous éveiller. Et que tout participe à nous éveiller. Et c'est pour ça qu'on est obligé, dans cet éveil, de retrouver un état d'alignement de l'être et de discernement, surtout de discernement. Dans le Talmud, il est dit qu'on a deux yeux pour aimer. Un pour aimer et l'autre pour discerner. Alors discernement, tolérance, oui, et pardon aussi. Est-ce que tu parles du pardon dans ton livre? Tout à fait. De cette force du pardon. Alors dis-nous un petit peu, voilà, tiens, on a un joli portrait de Sarah. Parle-nous de ta métamorphose, donc de cette époque où tu as quitté les planches pour diriger toi-même les projecteurs vers les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton déclic? D'où est venue l'étincelle qui a provoqué ce changement? Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été une enfant mutique. Ça veut dire j'avais deux aspects. Où j'étais mutique, où je faisais le clown. Ce qui était la même chose à l'envers. Oui. Hein. Et je ne pouvais pas parler de moi. C'était quelque chose d'absolument impossible. Et donc, comme je ne parlais pas de moi, j'avais besoin de m'exprimer d'autre chose. Alors, j'ai commencé à lire des textes, à aimer les textes. Et comme j'aimais les textes, j'ai voulu les dire. Et c'était quelque chose d'important pour moi parce que c'était ma façon d'exprimer mes émotions. C'était l'outil que j'avais trouvé pour arriver à exister. C'est-à-dire, plus j'exprimais mes émotions à travers les textes, plus je me sentais vivante. Et c'est extraordinaire la scène parce que quand on dit des textes d'un auteur, plus on est exposé à la lumière des projecteurs, plus on est dans l'ombre de soi-même. On ne parle pas de soi. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais on parle de soi à travers ce qu'on exprime et les émotions qu'on exprime. Et ça a été pour moi très, très, très fondateur. Et est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr. Tu es là pour ça, il me semble. Il me semble aussi. Sarah, donc tu nous parles d'une période de ta vie où tu ne te sentais pas totalement réalisée, si j'ai bien compris. Donc tu es comédienne, nous le savons. Et alors le fait de jouer la comédie avec d'autres camarades du talent de Poiret, Serrault, etc., ne te suffisait pas, manifestement. Tu n'arrivais pas à trouver dans la défense des rôles que tu tenais, que tu incarnais, tu n'arrivais pas à te réaliser suffisamment. Et donc la question c'est, est-ce qu'une fois que tu as commencé à écrire, est-ce que tu as toujours eu envie de te produire, de jouer la comédie, ou est-ce qu'une chose s'est substituée à l'autre? Alors d'abord, ça ne s'est pas substitué, ça s'est prolongé. Je ne suis plus comédienne. Ça, c'est quand on est comédien, on est toute sa vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit souvent. Bien sûr, mais dans l'âme, bien sûr. Oui. Dans l'âme, je le serai éternellement. Mais j'ai prolongé l'outil à travers mon théâtre authentique.
Alors, parle-nous de ce théâtre authentique, si tu permets, Mais Patty, tout à fait. que je pose la question. Tout à fait. Alors, le théâtre authentique, c'est un outil de connaissance de soi où on va mettre en scène nos difficultés relationnelles. C'est un espace d'extension de conscience de l'être. On va déchirer le voile de toutes nos illusions, de toutes nos agrippations, de toutes nos fixations, de toutes nos certitudes. On va déchirer ce voile. On fait tomber les masques, comme tu dis. Pour rencontrer l'être que je suis vraiment. Et c'est extraordinaire, ça, parce qu'on va tous être témoins les uns des autres. Et c'est ça qui va être fort. C'est que, à travers ce témoignage, on est comme dans un amplificateur d'amour. Ça veut dire on se reconnaît dans l'histoire de chacun. Et finalement, la leçon du théâtre authentique, c'est que ça permet de comprendre qu'il n'y a aucune souffrance sur cette terre qui ne concerne pas tout le monde. Et c'est magnifique, parce que quand je vis ça, je ne peux plus être seule. On n'est plus seul quand Oui, bien sûr. on n'est plus seul avec notre souffrance. Et la prière, c'est la même chose, quelque part? Mais oui, mais Ça c'est rejoint, mais tu peux pas mieux dire, Renaud. C'est un temple. Le théâtre authentique, c'est un temple. On est en prière permanente. Prière universelle permet de faire passer la souffrance universelle, quelque part. Exactement. Oh, tu es inspirée ce soir. Ah ben, j'ai Formidable. des aspiratrices de Oui, grand c'est vrai talent. qu'on a des belles invités. Est-ce que tu as des exemples à nous donner, un peu concrets, de ce que tu vis dans ce théâtre authentique? Est-ce que tu as un ou deux Je pense qu'il y a un lieu. Est-ce que c'est Alors, un lieu, non, déjà c'est plusieurs lieux. Concrètement. Alors, concrètement, j'ai un lieu à Paris, dans le 15e en ce moment. Et puis, sinon, j'ai un lieu avec des stages plus longs. C'est le Hameau de l'Étoile, qui se trouve pas loin de Montpellier. Et c'est un lieu magnifique, où j'anime un stage de printemps et un stage d'été. Alors, tu me demandais des exemples. Je vais te parler de mon dernier stage. Tu veux? Tu avais envie Absolument. d'entendre ça, hein, Sarah? On a envie de savoir. Alors, je vais te donner un exemple de mon dernier stage. Il y avait, par exemple, dans le dernier stage, il y avait une fille une femme qui avait 65 ans et qui a perdu ses deux parents à 4 ans dans un accident de voiture. Et elle en est toujours pas remise aujourd'hui. Et elle est venue en disant, moi je viens me demander mon autorisation à vivre, à exister. Parce que ça fait maintenant 61 ans que je ne peux pas vivre finalement. Elle vivait sans exister, quelque part. Elle était en survie. Elle était en Oui, survie. tout à fait. Et donc, je fais venir des personnes qui vont représenter ses parents. Et alors, on s'attendait à ce que ce soit un truc d'amour, hein, extraordinaire. On se disait, ça y est, elle va faire une grande déclaration. Les parents vont lui dire combien il l'aime. Et alors, voilà l'amour dans sa vérité. C'est que, au lieu d'être cet enfant inamouré qui dit « Ah, mon papa, ma maman », elle hurle sa colère. Et elle dit « Mais vous m'avez abandonnée. Vous avez pris la route, j'avais 4 ans. Vous avez pris la route partant de Verglas, dans les montagnes, et vous m'avez laissée seule. Vous n'avez pas pensé à ça, que vous aviez une petite fille de 4 ans ?» Et elle hurle sa colère. Elle dit, mais vous êtes des irresponsables. Et alors elle hurle en plus. Et tous ces gens qui ont mais vraiment cette folie d'oser me dire à moi, d'oser me dire, mais heureusement ils sont morts tous les deux ensemble, tes parents qui s'aimaient. Et moi, et elle hurle, et elle hurle. Bien sûr, c'est l'abandon qu'elle a vécu. L'abandon absolu. Hein. Et donc là, déjà il y a une réparation par le fait d'oser sa colère. Le dire. C'est ça qu'elle ne pouvait pas. Et puis, ce qui est très très fort, c'est que après, il y a des échos, tu sais, on parle. Et alors, moi j'ai vécu ça. Et il y a une fille dans le groupe, oui, merci. Oui, il n'y a pas beaucoup de filles. Hein.
Alors, donc, il y a une fille dans le groupe. Donc, on pleurait tous, hein, évidemment, avec Oui, elle. c'est certainement, j'imagine, ça doit être quand même assez émouvant, tout ça. Ah, il y a des Kleenex. Dans l'émotion, quand même. Mais on rit beaucoup aussi. On pleure de rire et on rit aux larmes. Hein. D'accord. Et donc là, il y a une femme qui dit mais moi, je t'envie. Moi, je voudrais, quand mes parents vont mourir, je voudrais pouvoir les pleurer. Parce que moi, je suis fille d'agriculteur. Et je suis la 9e. Et chez nous, les animaux, on s'occupait d'abord des animaux avant de s'occuper des enfants. Tu vois, moi, j'ai pas existé. J'ai pas existé. Et quand je vois là cet amour, malgré tout, mais ça me, pour moi, c'est terrible, c'est un affront que tu es en train de me faire. Donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut se parler et tout le monde pleure, là encore, tout le monde pleure. Elle a attendu l'âge de 65 ans pour être enfin révélée par rapport à tout ça, cette femme-là. Personne qui avait perdu ses parents. On parle de celle-là, oui. Oui. Elle s'est jamais remise. Elle a été élevée par des grands-parents, donc les parents de ses parents, qui pleuraient leurs enfants. Oui. Et qui ont. Alors, il y a une famille, le côté paternel, qui pleurait et qui ne parlait pas. Oui. On n'avait pas le droit de parler de ses parents. Oui, donc il y avait des non-dits, des choses. Et de l'autre côté, on disait du mal de l'autre famille, tu vois. C'est cap, cette histoire. Je comprends quand même la question candide de se dire. 65 ans, c'est oui, quand même. On se demande comment on peut vivre jusqu'à cet âge. Oui, avant ça, elle a gardé pour ça veut elle dire, mais elle a vécu. Non, mais pardon, mes amis, elle a vécu comme vivent plein de personnes. Ça veut dire présente physiquement, absente psychiquement. C'est très courant. Ça a l'air de vous étonner. Oui, ça m'étonne. Quand on parle aux personnes, parce que on se rend bien compte qu'il y a peu de vivants sur cette terre. On est peu nombreux à être vivants et à rester en vie. Et quand on est artiste, on est forcément vivant. Oui. Et comme je suis artiste, forcément, j'ai du mal à. Donc tu as du mal parce que tu tu as cette chance de vivre. Mais c'est ça qui m'a donné envie de créer ce théâtre authentique. Je vois tellement de personnes qui ont éteint leur lumière et qui finalement passent une vie entière à côté de leur vie. Je sais pourquoi tu t'appelles Sarah. Pourquoi ? Tout à l'heure, quand je t'entendais jouer, parce que tu jouais quelque part un peu, donc, et c'est un compliment que je te fais, eh bien, je pensais à Sarah Bernard, et je me disais, elle devait jouer un peu comme ça, Sarah Bernard. Tu sais, je lis beaucoup de bouquins, je suis en train de lire un bouquin sur la biographie de Sacha Guitry, de Raymond Castan, on parle beaucoup de Sarah Bernard, et je suis persuadé qu'il y a du Sarah Bernard en toi. J'ai en moi une ferveur qui a toujours existé. Parce qu'elle déclamait, tu ne déclames pas, tu joues avec beaucoup plus de naturel, mais bon, à l'époque, c'était considéré comme formidable ce qu'elle faisait. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté comme ça, vivre les situations. Et tu vivais la situation de cette femme. Oui, mais je suis très souvent comme ça. C'est ma façon d'être au monde. Et c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, d'ailleurs. Eh ben voilà, mais il faut que tu continues. Et tu as la sensibilité aussi de quelqu'un qui est médium, parce que tu es médium. Alors, tu as une part de toi qui est quand même... qui a cette sensibilité. Ça veut dire que je capte très vite les âmes, très vite. Et c'est ce qui fait que quand on est dans mon théâtre authentique, je me mets derrière la personne qui ne peut pas parler, qui ne sait pas. Et je dis les mots que j'entends. J'entends son âme parler et je dis à voix haute ce qu'elle n'est pas consciente de se dire à elle-même. Son porte-parole, tu as sa porte-parole quelque part. Exactement, c'est ça, ça peut être ça. Exactement. Alors dis-moi, porte-parole de son âme. Mais enfin c'est très beau, oui. Pour aimer, pour bien aimer, est-ce qu'il faut d'abord... La question est importante parce que est-ce qu'il faut d'abord bien s'aimer soi-même ? Alors, tout le monde ne s'aime pas. Oui et non. Alors là, il faut que tu m'expliques pourquoi oui et non. Parce que dans mon esprit de pauvre Candide... moi, je fais très attention à ça, Renaud. Il me semble que c'est difficile d'aimer les gens si tu n'as pas quand même une certaine estime de toi, déjà. Non. Et d'abord, tu ne peux pas avoir le désir d'aimer si tu ne t'aimes pas un minimum. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà.
Mais je vais te dire pourquoi je dis oui ou non. Parce qu'il y a une espèce de croyance collective, comme ça, qui fait que tant que je m'aimerai pas, je rencontrerai pas l'autre. Ce qui fait que y a une forme de punition. Je serai punie si je ne m'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de savoir que quand je rencontre un autre, et que dans cette rencontre avec cet autre, il y a vraiment quelqu'un qui m'a vu. Tu peux t'aimer dans les yeux de l'autre. Parce que parce que l'amour est visionnaire. Hein? L'amour est visionnaire. L'amour voit chez l'autre le non révélé en lui qu'il va révéler. Hein? Et donc, quand cet autre te voit, hein, et qu'il te voit dans tout ton kaléidoscope, du pire au meilleur, ça te permet une réconciliation avec toi, qui te permet là de te rencontrer toi-même, oui, c'est pour mais ça à que travers un de autre. te voir dans les yeux de l'autre aussi. Tu peux commencer à t'aimer dans les yeux de quelqu'un qui t'aime. Pour des personnes qui ne s'aimeraient pas suffisamment. Et tu peux aussi peut être ne un pas miroir. t'aimer dans les yeux de l'autre, justement aussi. Ah, je pense que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux C'est sens. sûrement dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est Tu peux sûrement te dans les deux sens. dévaloriser. C'est une telle par rapport au alchimie. regard C'est de une l'autre. telle alchimie. Ah Oui, mais si la personne que tu as en face de toi est quelqu'un qui t'aime réellement, je ne vois pas comment tu pourrais te dévaloriser à ses yeux, puisque cette personne devrait normalement, si elle t'aime, faire en sorte que tu sois valorisé. Bien sûr. Dans ce sens-là. Exactement. Exactement. Mais elle cherche pas forcément. C'est pas par la volonté qu'elle cherche à te valoriser. C'est par son cœur. Son cœur d'amour qui emporte le tien. C'est ça. Et qui fait que ce qui va vibrer là, c'est l'alchimie entre ces deux cœurs. Et c'est ça qui est porteur de vie, qui répare les cœurs. Oui, oui, oui. Ce qu'on appelle les atomes crochus dans un terme beaucoup plus trivial. Mais c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Le don, C'est magnétique. C'est magnétique. c'est magnétique, bien c'est sûr. magnétique. Le don de soi, en fait, c'est le don d'amour, c'est donner sans attendre. Oui, de ça, c'est recevoir. important. Ah bah bien entendu. Donner. Mais c'est quand Donner, tu donnes évidemment. sans attendre que Oui. tu reçois. Bien sûr. À Oui. ce moment-là. ne le Moi, cherches je pas, pars du tu- principe que recevoir est plus difficile que donner. Parce que recevoir, ça demande un abandon absolu. Il faut accepter de recevoir aussi. Il faut accepter de recevoir. Et c'est dans cet abandon que on va rencontrer la véritable dimension d'aimer. Recevoir, mais tout recevoir, accepter. Je sais pas si j'ai le droit de donner ma vision, mais... Ici, tu peux. Vas-y, tu peux, oui. tu vas. Parce que pour moi, c'est difficile de recevoir quand il y a une part de nous qui ne veut pas recevoir Oui. pour confirmer certaines croyances de nos parts blessées. Quand tu as fait la paix avec toi, et c'est pour ça que moi je crois profondément que le chemin c'est d'abord l'amour de soi, tu es ok avec le fait de recevoir parce que quelque part tu cherches à confirmer Plus rien ne plutôt s'y l'amour. oppose en Oui, plus. Et bien donc tu sûr. vas changer ce qu'on appelle ton ça, ta perception du monde. Et donc tu vas être complètement ok avec le fait de recevoir parce que ça sera aligné avec ce que tu attends. Alors que si tu es tellement convaincu parce que tu ne t'aimes pas encore vraiment et que les parts blessées sont majoritaires, que tu ne mérites pas de recevoir l'amour, il y a une part de toi qui va tout faire pour ne pas le recevoir. Là, je Exactement. m'adresse à notre Et auditeur. on est d'accord. C'est là où je dis que pour ça c'est que je crois beaucoup pas que plus difficile de recevoir l'amour. C'est pour ça que moi je ne mettrais pas de hiérarchie, parce que la difficulté de mettre une hiérarchie, c'est de croire que donner c'est facile, mais quand tu donnes avec des parts blessées, tu donnes pour recevoir. Oui, oui, Donc, c'est exactement. pas vraiment Ce que plus tu donnes, c'est tellement c'est plus plutôt facile. ta blessure que C'est pas ton. du vrai don, J'entends. Bien sûr, c'est bien de sûr. l'attente, Tout à de fait. la demande. Ah oui, pardon. Voilà. Oui, pardon, Oui, mais on la voyait, non? On la voyait, là. j'avais... Attends, voilà, pardon. Oui, c'est Sarah Jane Dehaye qui vient de parler. Donc, je le dis à nos La téléauditeurs parole. parce qu'elle n'avait pas été vraiment n'était pas à présentée l'image. encore. C'était pas... Si, mais Ah c'était oui, pas oui, encore oui, son mais je tour. vais la présenter. Oui, après. mais justement, pas comme si elle vient de j'avais prendre bien la sûr, parole, bien il est sûr. bon que tout le Mais monde de sache toute qui manière, vient de c'est parler. bien que vous puissiez échanger, évidemment. Moi, j'aimerais lire quelque chose que j'ai pris dans ton livre, donc Sarah, que je trouve magnifique.
Je vais lire un petit passage et puis ensuite vous comprendrez de qui il est, ou je vais dire de qui il est. Il est en fait d'Einstein. Oui. Je trouve ça magnifique. Il disait, il y a une force extrêmement puissante pour laquelle, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres et est même derrière tout phénomène qui opère dans l'univers et qui n'a pas encore été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Cette force explique tout et donne son premier sens à la vie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible qui l'habite, l'amour est là et la seule réponse. Moi, je trouve ça super. J'avais envie de passer ce petit extrait d'Einstein que tu as dont tu as parlé dans ton livre. Effectivement, l'amour, aimer, c'est pas seulement aimer les êtres humains. L'amour, c'est l'amour, le vrai, j'allais dire le divin. C'est aimer la nature, aimer les animaux qui nous entourent aussi, avec respect, respecter le vivant, comme le font, je pense d'ailleurs, les bouddhistes. Hein? Cet amour-là, il aide après à s'aimer en couple, à s'aimer en famille. Mais il y a cet amour immense qu'il faut d'abord rencontrer. Bien sûr. Pour arriver. Bien sûr. Il faut d'abord être amoureux de la vie pour aimer l'autre. Tu vois, pour aimer un autre, il faut déjà commencer par aimer la vie. Et c'est ce qui va permettre de se rencontrer soi-même aussi. Voilà, oui. De réparer des blessures. On peut réparer aussi avec le vivant de la vie, avec des animaux, avec la nature, avec... moi, ça a été avec le théâtre, par exemple. Chacun a son outil, en fait. Vraiment. On va regarder maintenant une petite vidéo de Sarah Serjevic. Si tu veux bien, Nolan, nous l'envoyer. Alors, une clé pour avoir confiance en soi, alors il y en a plusieurs, bien sûr. La première, celle qui me vient en premier, c'est d'oser regarder la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire d'oser affronter notre histoire. Non pas pour rendre des comptes, ni pour s'en servir comme alibi, mais pour saisir le sens derrière l'absurde. Et de ne pas confondre le renoncement avec le détachement. Parce que la meilleure façon de souffrir, c'est de rester attaché à nos souffrances. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller recréer un passé qui n'est pas passé dans un futur qui n'est pas encore arrivé, mais on va recréer ce même passé dans notre futur, on va le fabriquer. Voilà pourquoi c'est important d'aller visiter ce passé. Ça, c'est déjà une première clé. Et puis je dirais, choisir nos pensées. Vous savez, vous n'invitez pas n'importe qui chez vous. Alors ça serait bien de ne pas inviter n'importe quelle pensée dans notre cerveau. Parce que les pensées positives attirent le positif et le négatif va attirer le négatif. Donc choisissons nos pensées. Soyons vigilants à ce que l'on pense parce que les pensées précèdent notre avenir. Encore une clé qui pour moi est la clé. Moi, en tout cas, la clé qui donne l'accès plus qu'à l'affirmation, à la grâce, c'est la gratitude. Parce que si on ne sait pas, comment voulez-vous que la vie vous donne quelque chose si vous ne savez pas recevoir ce qu'on vous a déjà donné ? Ça, c'est important. Et de savoir que l'amour, seul l'amour guérit de l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas évidemment d'un état de béatitude, je parle de cette énergie vivifiante qui transcende les rancœurs, qui transcende les frustrations et qui va chercher la malice cachée derrière l'obstacle. Voilà ce que je dirais
pour commencer à avoir confiance en soi parce qu'on n'est pas seul. Alors, je vous ai donné 3 clés. Il est évident que je pourrais en donner beaucoup plus, que chacune de ces clés en elle-même contient une profondeur qui mériterait d'être explorée. Je vous fais confiance. Alors voilà, tu dis avoir une certitude, c'est que seul l'amour guérit de l'amour. Ça, je trouve ça superbe, ça résume beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu veux dire, que tu expliques un peu aux téléauditeurs. L'amour guérit de l'amour. Oui, il n'y a que ça. C'est-à-dire que ce que je vois dans mon théâtre authentique, c'est toujours pareil. Quand je dis l'amour guérit de l'amour, il ne s'agit pas de dire que alors j'ai eu une blessure amoureuse, par exemple, puis je vais me jeter dans les bras d'un autre pour aller me guérir. C'est pas ça du tout. Hein. On avait un peu compris. Ça veut dire c'est plutôt la guérison va venir du fait d'avoir honoré ce qui a été vécu. Et là encore, de passer par tous les stades de l'amour, parce que finalement, l'élément qui interdit l'accès à l'amour, c'est les a priori que l'on a de l'amour. Cette espèce d'idéalisation d'amour qui voudrait nous faire croire qu'il faudrait aimer tout et tout le monde, c'est-à-dire rien ni personne. Et quand j'accueille l'amour dans sa dimension, avec tout le kaléidoscope que ça comporte, c'est-à-dire de passer par les étapes de colère, tu vois, par exemple, hein, les étapes de jalousie, les étapes de peur. On ne peut pas aimer sans peur, c'est impossible. Hein. C'est ce fameux tremendum, ce tremblement sacré quand vous êtes face à l'amour. Et donc, si on ne rencontre pas toutes ces étapes-là, on ne peut pas passer par l'amour guérisseur parce que on est dans cette espèce d'illusion qui ramène l'amour à une seule dimension qui lui enlève toute son humanité. Et je vais encore te raconter un exemple de mon théâtre. Il va dire, elle joue, peu importe. Je vais te raconter. Voilà, il y a un exemple d'amour extraordinaire. C'est une femme qui arrive un jour dans un stage. Alors elle a bien 70 ans, hein, et alors je demande jamais aux personnes qu'est-ce que vous faites comme métier parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qui êtes-vous. Et donc, dès qu'elle se présente, je vois tout de suite une femme. Hein, on voit tout de suite que c'est pas une ouvrière chez Renault. Hein, on voit tout de suite une femme qui a eu une carrière, qui a dirigé des personnes. Et puis elle dit, en arrivant, mais moi je viens parce que, voilà, ça fait maintenant 6 mois que ma mère est à l'hôpital. Je lui dis au revoir tous les jours et elle ne meurt pas. Je ne comprends pas pourquoi elle ne part pas. Et alors là, tu vois, c'est là où il faut avoir, tu vois, la neutralité thérapeutique pour ne pas éclater de rire. Et je lui dis, mais comment va ta mère ? Elle me dit, mais justement, elle va très mal. Elle crache des glaires, c'est dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi elle ne part pas. Tous les jours, je me dis, ça y est, mais elle ne part pas. Et je voudrais comprendre pourquoi. Là, je la regarde et je lui dis, mais ta mère ne part pas parce qu'elle n'a pas fini de vivre. Et alors là, si elle avait eu des flingues à la place des yeux, tu vois, là je mourrais, mais dans l'instant. Des clients bizarres quand même. Oui, j'ai des clients bizarres. Oui. Et alors donc, le lendemain, il y a des fleurs, tu sais. Et alors, elle dit, mais l'eau des fleurs n'a pas été changée. Alors je dis non, ça te rappelle quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit quoi, dans un endroit comme ça, avec le prix qu'on paye ? L'eau n'est pas changée. Et je dis, je crois que c'est le moment d'aller dire au revoir à ta mère. On installe un lit de scène. On fait venir quelqu'un qui représente la mère. Je dis, vas-y, dis-lui ce que tu as besoin de lui dire. Et là, elle crache tout. Et quand j'étais petite et que tu me donnais des fessées, mais j'en ai encore les marques sur les fesses. Et le jour où tu m'as empêché d'aller enterrer mon père. Et alors, parce que j'avais 6 ans et que j'avais pas le droit. Et elle crache tout.
Oui, c'est Et une après, thérapie je de lui dis- situation quelque part. Et après, je lui dis, mais Sûr. maintenant, ferme les yeux. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant? Et là, elle ouvre les yeux. Elle regarde sa mère. Et elle lui dit, parce que je ne t'ai jamais dit, je te déteste. Je ne t'ai jamais dit, je t'aime. Je t'aime, maman. Voilà, tu vois, ça c'est l'amour incarné. Tout à fait, bien C'est sûr. l'amour dans sa Et vérité. là, tu lui as fait dire. Oui, parce qu'elle a Théâtre lui des a fait choses dire. rentrées. Situation. Alors moi, j'avais une question aussi, si tu permets. Oh, c'est fort, hein. D'abord, On t'écoute. quand j'ai entendu ta question, effectivement, je me suis dit quand même, l'amour guérit de l'amour, ça me paraît pour le moins paradoxal. Bon, moi j'aurais dit l'amour guérit du désamour, et là je me sentirais plus à l'aise avec cette formule-là si je me base sur mes expériences personnelles. Auquel cas, j'ai eu plusieurs ruptures. De mon fait ou du fait de l'autre On personne. n'est pas au théâtre authentique ce de soir. l'autre femme. Et donc l'amour de quelqu'un qui est arrivé au bon moment, eh bien, m'a guéri du désamour. Donc pour moi, c'est surtout ça. Mais je comprends très bien où tu veux en venir. Mais ce paradoxe méritait quand même d'être explicité. Et tu viens de le faire. Autre chose. Dans cette petite vidéo que nous avons regardée tout à l'heure, il y a deux choses qui m'ont bien frappé et qui me rappellent, dont une phrase me rappelle ce qu'avait dit mère, je ne sais pas si elle était déjà mère ou sœur, enfin Teresa, en tout cas Teresa, il y a un certain temps. C'était « pense le bien et le bien s'ensuivra ». C'est exactement ce que tu veux dire quand tu dis la pensée positive entraîne donc les événements positifs, etc. Exactement. Et ça, je crois Force beaucoup à positive. ça. Ah oui, bien sûr. Je crois beaucoup à ça. Et quand tu dis... alors ça, c'est très fort aussi. Les pensées, ça a l'air simple, mais c'est beaucoup plus profond que ça ne paraît. Les pensées précèdent notre avenir. Les pensées précèdent notre avenir. Réfléchissez bien à ça, chers amis. Vous allez voir, ça peut beaucoup aider. Et moi, je pense que cette phrase va m'aider à faire beaucoup de choses. Merci, c'est ça. Oui. Aide de notre Et j'ai envie de dire, tout est phénomène de résonance. Et si je suis dans la rancœur, je crée un champ vibratoire qui va créer de la désolation, qui va repousser la vie, tout simplement. Oui, oui. Et si je suis dans un champ de conscience qui est dans la gratitude, par exemple, Très important, la gratitude à mes yeux. bien sûr, alors là, je vais forcément attirer autre chose. Absolument, absolument. Et on le sait d'ailleurs quand on est au théâtre, hein, Oui, oui. on sait bien que notre énergie va se déverser dans la salle. Oui. Et c'est à travers ces ondes vibratoires que nous envoyons vers le public, que nous allons emmener un public vers Oui, nous. parce que lui aussi, il nous envoie des sacrés ondes. Et lui aussi, Bien sûr. exactement. Il n'y a pas Exactement. une soirée égale à l'autre. Hein. Le public n'est jamais le même. Hein. Tu en sais quelque chose. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ton livre, tu parles des femmes qui tiennent la vie. Oui, Ça, c'est tout à fait juste, évidemment. Et de ces guerrières de la paix. J'en ai parlé d'ailleurs des guerrières de la paix il y a un mois à peu près dans ton émission, Renaud. Ces guerrières de la paix, donc toutes ces femmes issues de différents pays, de différentes origines, et qui lancent un appel dans le monde pour la paix. Est-ce que c'est magnifique de Tu faire parlais ça. des femmes afghanes, je crois, quand tu me parles de ça. Oui, non, là c'était autre chose. C'était autre chose. et il y a Non, là, ce des sont des Afghanes femmes. aux Il y a des- guerrières de bien la sûr. paix. Oui, Les guerrières oui, de il la me paix semble, sont il me semble. de toute origine et qui sont Toutes origines. absolument. solidaires les unes des autres. Il y en a qui pourraient prendre exemple dessus. Oui. Et ma question, c'est est-ce que malgré tout, il faut rester très positif et ce travail est extraordinaire. Est-ce que le message peut passer actuellement? Si je ne le croyais pas, j'arrêterais mon métier tout de suite. Oui, parce que tu es pleine d'espoir et c'est Ah oui. vers l'espérance que tu Absolument. nous invites à mener nos pas. Absolument. Bien sûr. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Renaud. Ça veut dire tout vient
du champ de conscience que nous créons ensemble par nos pensées. Et je crois qu'il y a de plus en plus de petites lumières qui sont en train de s'allumer dans ce monde. Il y en a de plus en plus, et moi ça m'enchante le cœur, ça. De voir que tous ces élans de solidarité qui sont en train de se créer dans le monde, tous ces élans de vie qui sont en train de se créer. Je pense pas que seul l'amour guérit de l'amour, je vais encore le redire. Et je crois que toutes ces femmes qui créent ce champ de conscience, cet appel à l'amour, cet appel à la paix avec une force terrible, avec une ferveur extraordinaire, je crois que le monde ne peut pas être sourd à ça. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est encore tout petit. Oui, bien sûr, mais je crois vraiment que ce champ de conscience... Il y a les égrégores, comme on dit aussi. Exactement, ces égrégores de vie. La vie l'emporte toujours sur la mort. La vie l'emporte, absolument. Ces femmes-là, ce sont des femmes de vie. Et toutes ces associations, il y a aussi Marianne Sébastien, avec il y en a beaucoup les voix libres, qui a fait des choses mais monumentales. Hein. Elle a sorti des enfants des mines, quand même, cette femme-là. Et elle a sorti les enfants des mines, et non seulement ça, mais elle a lutté contre les féminicides en créant des campagnes de bon traitement en Bolivie. Où il est normal pour un homme de battre sa femme. Hein. Elle a pu créer ça, et avec l'armée, ils ont créé des choses comme ça. Et ça marche. Ça marche parce qu'il y a de plus en plus en Bolivie là, de personnes qui sont en train de devenir maintenant des porteurs de lumière qui vont créer un nouveau champ de conscience. Ça veut dire que des anciens violeurs deviennent des éducateurs. Ils ont pris conscience de ce qu'ils ont fait et ils vont aller voir les autres, ceux qui battent leurs femmes. Et chacun est garant de la vie de l'autre. C'est un travail quand même. C'est un travail colossal. Ça existe. Donc pourquoi ça n'existerait pas à un niveau mondial ? Moi, j'y crois. Et le niveau mondial ne peut être atteint que lorsque les petits niveaux font leur job. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Tu fais ton job dans ton coin, etc. Et tu transmets du colibri. Et après, ça finit par être quelque chose d'universel. Les petites pierres qui construisent un grand édifice. Je crois. Et puis il y a la justice restaurative aussi, ça me fait penser. Oui. Parle un peu plus fort qu'on entende bien ta voix. Qu'est-ce que c'est la justice restaurative ? Explique-nous ça. Un film, alors, je n'oublierai pas vos visages, qui m'a beaucoup marqué dans cet esprit-là. Ça fait, c'est juste que ça me fait penser à ça, quand j'écoute ce que raconte Sarah. Alors on va écouter maintenant une chanson que nous avons écrite, Renaud et moi. J'ai fait les paroles en grande partie et Renaud la musique. Et ça concerne, cette chanson s'appelle « Les nouveaux enfants du monde ». Et dans ton livre, tu parles entre autres de cet amour humain qui n'est qu'une préparation à un amour plus grand qui nous appelle. Et tu parles des bébés qui connaissent les mystères de la création en venant, qui se souviennent de leur vie antérieure, etc. Et donc, les nouveaux enfants du monde, on va écouter parce que c'est une chanson, je trouve, qui correspond bien à certaines choses que tu as écrites dans ton livre. Est-ce que tu veux en dire un petit mot avant de ces enfants, de ces bébés qui naissent ? Ou après ? Ou juste après, avant de faire parler je veux dire, peut-être un petit mot maintenant. Oui. Dans le Talmud, il est dit que lorsqu'un enfant naît, il a la connaissance entière. Il a la connaissance entière en lui. Et donc, il y a un ange qui vient lui mettre un doigt sur la bouche. Nous avons gardé la fente là. C'est ça, la fente sous le nez. Pour qu'il ne se souvienne pas de cette connaissance, pour qu'il puisse vivre son apprentissage sur cette terre. Et c'est en ça que nous sommes tous pèlerins d'amour sur cette terre. Nous sommes tous venus sur cette terre
faire l'apprentissage de l'amour, que nous connaissons dans les entrailles de l'être, que nous connaissons depuis les étoiles qui nous ont enfantés. Tout à fait, oui, bien sûr. Et nous avons à réapprendre. Réapprendre. Et on doit réapprendre quand même. On porte cet amour universel en venant et on doit réapprendre à nouveau l'amour. Et exactement. Et c'est en ça que l'amour est l'instinct fondamental de tout être humain. Et qui se réprime cet instinct fondamental de l'être humain sombre dans l'amorosité. Bien sûr. Alors on va écouter, merci Sarah, on va écouter cette chanson que Renaud chante, hein, c'est sa voix que vous allez entendre, c'est son. Et puis voilà, alors donc les nouveaux enfants du monde. Ils ont des yeux différents, comme s'ils étaient déjà grands. Un regard presque conscient sur la vie qui les attend. Les nouveaux enfants du monde. Et même quand ils font semblant, y a tout plein de vrai dedans. Ils ont choisi d'être enfants pour nous apprendre le temps. Les nouveaux enfants du monde. Ils viennent d'un monde en couleur de l'autre côté du ciel. Il y a bien longtemps d'ailleurs qu'on annonce une vie nouvelle. Ils nous appellent en silence pour bousculer nos consciences. Les nouveaux enfants sont là, ils sont déjà dans nos bras. Et ils viennent guider nos pas, et ils nous parlent tout bas d'amour et de tolérance. C'est toutes petites choses immenses, toutes petites choses immenses. Ils ont leur instinct d'aimer quand on a tout oublié. Ils trouvent toujours les mots-clés, ceux qui savent nous réveiller. Les nouveaux enfants du monde. Leur seule manière d'exister, c'est trouver leur vérité. Ils sont l'âme à peine née de toutes les fraternités. Les nouveaux enfants du monde. Et s'ils parlent aux arbres, aux fleurs, c'est qu'ils en ont plein le cœur. Pour plus jamais avoir peur, pour qu'on n'ait plus jamais peur. Ils viennent d'un monde en couleur de l'autre côté du ciel. Il y a bien longtemps d'ailleurs on annonce une vie nouvelle. Ils nous appellent en silence pour bousculer nos consciences. Les nouveaux enfants sont là, ils sont déjà dans nos bras. Et ils viennent guider nos pas, et ils nous parlent tout bas d'amour et de tolérance. C'est toutes petites choses immenses, toutes petites choses immenses. Ils ont des yeux différents, comme s'ils étaient hors du temps. Un grand regard indulgent sur tous ces milliers de gens. Les nouveaux enfants du monde. Voilà, je trouvais que cette petite chanson collait, Merci, Sarah. collait bien au sujet ce soir, finalement. Hein. Magnifique, voilà, ce sont ces enfants du monde qui vont sauver le monde. Et oui, Ben voilà. c'est pour ça qu'on a écrit cette chanson et c'est ce que je ressentais quand j'ai écrit les paroles. Voilà. Alors maintenant, tu pourras reprendre un petit peu la parole après, mais maintenant je vais faire parler un petit peu Sarah Jane de Hell. Alors après la jardinière de l'âme, je vais faire sa petite présentation, après la jardinière de l'âme, eh bien, avec Sarah Serievic, on a aussi ce soir une garagiste émotionnelle, comme elle se nomme elle-même. Sarah Jane de Hell accompagne ceux qui veulent réparer leur cœur et propose un décodage de notre système émotionnel invisible. Et oui, avec elle aussi, on peut trouver le moyen de réparer notre cœur au travers des épreuves
que l'on rencontre et des relations qui nous empêchent d'aimer pleinement. Après avoir traversé plusieurs épreuves, elle s'est formée à des techniques qu'elle dit efficaces et pérennes et met au point un programme de libération radicale pour aider les gens à retrouver stabilité et sérénité en avançant dans les relations qui leur font du bien. D'après Sarah Jane, notre cœur est le moteur de notre système relationnel. Le réparer et en prendre soin nous permettrait de nous aventurer à grande vitesse et en sécurité dans des relations qui sont positives pour nous. On parlait de positivité, voilà, on est dans la positivité. Alors son livre s'adresse à tous ceux qui n'arrivent pas à aimer ou à être aimés et qui pourtant le désirent. Les gens qui s'aiment ont leurs secrets, c'est son premier livre, mais il y en aura sûrement d'autres, car elle a encore beaucoup de choses à dire à mon avis. Et tout de suite, eh bien voilà, on va t'entendre, et je vais te demander, Sarah, quel est ce programme de libération radicale que tu as mis au point et dont tu parles? Explique-nous Sarah un petit Jane, n'oublie pas. Sarah Jane, Ouais, oui, il ça ne faut me va, pas Sarah. oublier que c'est très joli, Sarah Jane aussi d'ailleurs. Je me reconnais quand on m'appelle Sarah très bien aussi. J'imagine, mais Merci, Sarah Jane, c'est vrai que c'est original. Alors, quel est ce programme de libération On radicale? rentre tout de suite dans le On concret. rentre dans le vif du sujet, là. Hein. Alors, j'aimais beaucoup le choix du mot radical parce que ça m'évoque aussi le livre de Tara Brach et de la notion de racine, radic, Oui. radix qui veut dire racine, donc l'idée d'être libre à la racine et pas juste de traiter les symptômes. C'est un programme que j'ai conçu à la lumière de ce qui, moi, m'a aidé, puisqu'en fait, je suis le prototype de ce programme. J'ai exploré d'abord. J'ai été un théâtre vivant intérieur. Voilà, donc toi, tu as eu aussi tes épreuves et ton chemin, bien sûr, qui t'a mené jusque-là. Tu as Oui. vécu déjà des choses par toi-même. Oui. J'ai cherché le chemin par moi-même. Et donc, pour répondre concrètement à ta question, pour moi, la libération, elle passe essentiellement, en tout cas, évidemment, l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais pour moi, il y a 3 grands piliers. Un premier pilier que j'appelle le nettoyage, c'est-à-dire comment je vais aller libérer mon corps émotionnel de ce qui est encombrant et de ce qui m'empêche de m'élever dans ma fréquence, si on peut le dire de manière un peu perchée, pardon. Et ça, c'est là où j'accompagne à le faire, parce que dans ma vision, et encore une fois, comme le disait Confucius, que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, c'est toi qui as raison. Ma croyance, c'est que j'y suis pas arrivée toute seule, donc j'accompagne les gens qui n'y arrivent pas Oui, tout bien seuls sûr, non plus. Ça fais la n'empêche même pas qu'il y a peut-être chose, des gens voilà. qui y arrivent tout seuls, et je serais ravie qu'ils me racontent comment ils ont fait. Moi, j'ai eu besoin d'aide, donc j'aide les gens qui en ont besoin aussi à libérer ça, puisque le système, pour moi, de protection, il est bien fait. C'est-à-dire que si on va à l'intérieur tout seul, il active un système de protection. Pour reciter Einstein à nouveau, Einstein disait le cerveau qui a créé le problème ne peut pas être le même. Si on reste sur le même mode de pensée, ne peut pas être celui qui le résout. C'est un peu la même chose avec le système nerveux dans ma vision. Donc voilà, il y a une première étape qui passe par le nettoyage, et il y a une seconde étape pour moi qui passe par la connaissance et l'amour de soi. Je les mets en même temps. Oui, on en parlait tout à l'heure, l'amour de soi, et effectivement, tu avais bien relevé aussi. Oui, pour moi, c'est très lié, l'amour et la connaissance de soi. Parce qu'on parle souvent de connaissance de soi et d'amour de soi, mais je trouve très difficile, et là je parle encore de mon chemin, mais je trouve très difficile d'aller aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'appréhension sur cet amour d'un coup dont on parle parfois. Pour moi, je rejoins Lucchini ou Nietzsche qui parle de rencontre. Hein. C'est énorme, c'est hallucinant, c'est énorme ce que tu viens de dire. Ah bon. En tout cas, voilà, pour moi, c'est la même chose pour moi. Comment je peux m'aimer si je me connais pas, et si j'ai passé la première partie de ma vie à être ce que je croyais qu'on attendait de moi, à être dans l'adaptation permanente et à être finalement un peu un rôle, à être dans un rôle ou des rôles, je ne me connais pas. Donc pour moi, les deux sont assez simultanés. donc il faut que j'apprenne à me connaître. Voilà, c'est ça. Me connaître, ça va nécessiter d'abord de me nettoyer pour ne plus être dans le réactionnel, pour savoir qui je suis. Qu'est-ce qui reste? Quelle est finalement l'essence pure de ce que je suis, une fois que j'ai nettoyé les couches de maquillage, pour le dire un peu spontanément comme ça, même si c'est peut-être pas forcément hyper clair comme ça.
Et ensuite, je vais aller apprendre à aimer ce que je découvre. Parce que c'est peut-être pas forcément... Et c'est là où j'aime bien la vision de Sarah de la clé de la radicalité et de la sincérité radicale envers soi. Ah, mince, en fait, ça c'est moi. Ok, maintenant, il va falloir aimer qui je suis. Voilà. Alors, l'amour et la connaissance. Ce que tu viens de la dire, troisième étape, c'est l'autonomisation. Voilà. Ah oui, l'autonomisation. Ça me plonge dans des abîmes de perplexité, ce que tu viens de dire. Parce que d'une part, je ne comprends pas comment on peut ne pas se connaître. Je ne comprends pas. Moi, je me connais très bien. Je connais mes qualités, je connais mes défauts. Oui, je les connais depuis toujours. Et ce serait, pour moi, c'est ça, impensable de ne pas se connaître. Je ne comprends pas comment on pourrait ne pas se connaître. Es-tu sûr de bien te connaître ? Oui, je me connais très très bien. Je connais mes réactions. Je sais comment je peux réagir à telle ou telle chose. Ça, je le sais très bien. Et puis, j'allais dire, sous forme d'un paradoxe peut-être, que quelquefois, il vaut peut-être mieux de ne pas trop bien connaître la personne qu'on commence à aimer, parce que quelque part, si on la connaissait bien, peut-être qu'on l'aimerait pas. Tu vois ce que je veux dire, si on met les choses dans ce sens-là. Oui, non, mais plus que terre à terre. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le fait de bien connaître quelqu'un peut aider à mieux l'aimer, ou est-ce que c'est l'inverse ? Ou est-ce que quelque part, l'amour ne devrait pas être quelque chose de finalement sans calcul, parce que quand tu cherches à bien connaître quelqu'un, c'est pas du tout que je veux. C'est pas du tout que je veux dire que ce que tu dis, Nanny que ni tête, c'est l'inverse. Je sais que c'est très intelligent et tout ça. Moi, je suis peut-être moins intelligent. C'est peut-être pour ça que je reste un petit peu roots, terre à terre. Mais moi, je me demande si, quand on aime quelqu'un, finalement, on l'aime, une femme. Bon, moi, je suis hétéro. J'aime une fille, j'aime une femme parce que il y a quelque chose qui se dégage et voilà. Mais j'ai pas forcément besoin de tout connaître d'elle. Petit à petit, je vais apprendre à la connaître mieux, mais l'amour est là avant la connaissance. Si je dois apprendre à bien la connaître pour me dire est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, je ne peux pas comprendre ça. L'amour, c'est indépendant de ma volonté quelque part pour moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, ça serait, pour moi, on peut pas répondre. Je ne peux pas répondre sans aller dans la philosophie et sans ouvrir des portes, parce que déjà la première réponse qui m'est venue, c'est de Christian Bobin, qui dit ce que je sais de quelqu'un m'empêche de le connaître. Donc, quand tu me dis je sais comment je suis, j'irai nuancer. Si tu sais, est-ce que tu te connais ? Et puis, oui, alors là, il y a un distinguo important à opérer entre connaître et savoir. Oui. Alors là, il faut que entre connaître et savoir, parce que ce que je sais m'enferme parfois dans le fatalisme et dans la croyance, et va m'empêcher aussi d'évoluer et d'aller me connaître vraiment, et c'est-à-dire de m'autoriser peut-être... C'est très féminin, ça, c'est vraiment de la... Je sais pas. Et après, ce que j'ai envie aussi de répondre, là, c'est plus terre à terre, et je vais penser peut-être à Scott Peck ou à des psychiatres outre-Atlantique, avec une vision qui amènerait, je dirais aussi, c'est pour ça que je fais le lien avec la philosophie, peut-être à la réflexion de André Comte-Sponville sur la distinction de l'amour éros et de l'amour philia, et de se dire, bah oui, au début, tu vas rencontrer une femme qui va te séduire si tu es hétéro. Tu es dans le désir, peut-être davantage que dans l'amour avec un grand A. Oui, il y a d'abord le désir. Pour moi, l'amour, au sens d'amour, et je crois que on aurait peut-être même dû commencer par là, dans qu'est-ce que chacun met derrière la définition de l'amour. Parce que ce que je mets moi derrière, c'est peut-être pas ce que tu mets toi. Bien sûr, chacun met... Donc, parce que c'est... Voilà, et puis le mot, en plus, dans la langue française, est un peu confusant parce que on va utiliser le même mot pour l'état d'amour. Absolument. Dans alors qu'il y a des tas de nuances. Il y a 50 nuances de Grey, il y a aussi plein de nuances d'amour. Oui, exactement. Oui, complètement, je trouve. C'est pour ça que parfois j'emploie d'autres mots que le mot amour quand on parle de lesquels emploies-tu ? De ce que j'ai compris de Sarah, et c'est encore peut-être que mon interprétation. J'aime bien le terme de foi ou le terme de confiance. C'est peut-être c'est plus d'habitude je sors des concepts. Là, j'aime bien rentrer dans le concept, et l'amour peut avoir des connotations un peu plus matière et un peu plus concrètes qui peuvent être confusantes quand on utilise le même terme, selon moi, encore une fois. Oui. Et donc je dirais que l'amour, dans le sens je choisis d'aimer quelqu'un, il nécessite d'aller rencontrer l'autre personne. Tiens, ça me gêne, ton je choisis d'aimer quelqu'un me gêne beaucoup. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'amour, ça te tombe dessus, tu choisis pas.
ça te tombe dessus, tu es là, cette personne, ça y est, je l'aime. Mais tu choisis pas d'aimer. Tu peux pas dire, celle-là, je vais peut-être bien choisir de l'aimer, finalement. Tu vois ce que je Et veux tu dire? as peut-être choisi il y a très longtemps aussi. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Tu vas encore parler des karmas des vies antérieures. Là, on n'en est pas là. Mais c'est vrai, ça me surprend, cette histoire de choisir d'aimer. Oui, Pas de parce que hasard. là, on parle encore de l'amour. Tu peux choisir d'accorder ta confiance, oui. Ça, tu peux. Là, c'est un raisonnement. J'accorde ou je n'accorde pas ma confiance. Mais choisir d'aimer, pour moi, l'aimer, c'est un instinct, quelque part. Oui, je suis en partie pleinement d'accord avec toi, dans le sens où au départ, il y a une sorte quand même de reconnaissance de l'autre. C'est ça qui fait que tu vas avoir cette aspiration. C'est ça. Oui, Qui est au-dessus de toi. Qui est peut-être un choix, mais un choix instinctif. Oui, puis qu'on peut te donner. Moi, je suis très croyant, donc je pense que notamment la Vierge Marie m'a sûrement envoyé quelque chose à un moment donné pour que j'aime quelqu'un. Enfin, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais voilà. Donc, c'est pas forcément un choix que tu fais toi. Non, c'est universel. C'est pas forcément un choix que tu fais toi. C'est quelque chose qui te submerge, qui t'arrive, qui te tombe dessus, un petit peu comme les langues de feu, tu sais, de l'Esprit Saint. Ben, il y a quelque chose qui bing, tu t'aperçois que tu aimes quelqu'un. Mais le fait de rendre ça cérébral, ça me gêne un peu. Alors, c'est pas Qui dit que cérébral. c'est cérébral? Ouais. Oui, c'est pas cérébral. Si tu choisis d'aimer, si tu penses que tu peux faire un choix, ça veut dire qu'il y a quelque part, tu balances entre plusieurs choses. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de balance, là, ça s'impose à toi. Alors dis-nous ce que tu en penses. Mais dis-moi ce que tu en penses, c'est toi l'invité. Alors, je vais peut-être donner une illustration avec certaines souffrances que j'ai pu accompagner de personnes qui pensent avoir l'amour qui leur est tombé dessus, qui pensent aimer la personne et qui s'aperçoivent qu'en fait, en face, au bout de quelques mois, ou de quelques semaines, ou de quelques années, elles ont l'impression d'avoir été en relation avec quelqu'un qui n'était absolument pas ce qu'elles croyaient. Ça, c'est absolument courant. Oui. Alors toi, tu as le moyen d'éviter ça, toi, d'empêcher ça. Non, mais c'est dans une situation comme ça, j'aurais envie de te demander, Renaud, mais alors est-ce que c'était de l'amour? Je me suis planté, je me suis Oui, gouré, c'est ça. Est-ce que c'était de l'amour? Si, ça peut être de l'amour. Et puis, malheureusement, on peut s'apercevoir que ce qu'on pensait être de l'amour, en fait, n'était que de l'attirance et de l'attraction. Bien sûr. Ça peut arriver, ça. Oui. C'est en ça où, pour moi, c'est pas forcément de l'amour. Non, mais je comprends. L'amour est C'est plus qu'il y a grand. une part de Ça toi, dépend de... c'est encore une fois ma vision, mais c'est qu'il y a une part de toi souffrante, blessée, qui amène, qui a besoin de faire un chemin, qui va en fait être prise comme le lapin dans les phares d'une voiture parce que tu vibres, parce qu'en fait elle a besoin de prendre cette bagnole en pleine gueule, ça va lui faire bien mal, c'est pas de l'amour, c'est pas... l'amour est quoi faussé que ce par soit l'attraction, par l'attirance. D'élevant, c'est quelque chose qui va te mettre face à tes ombres, parce que à un moment donné, t'en as besoin pour aller vers l'amour. Entends. Mais quelque part, l'attirance sexuelle, on va dire, ou sensuelle, peut fausser l'amour. Ce que tu prends pour de l'amour, ça ne peut être que de l'attirance sensuelle et sexuelle. Ça, c'est de l'éros, oui. C'est l'éros. L'éros, c'est le dieu de l'amour. Oui, c'est l'éros, c'est ce qu'on disait. Enfin, c'est ce que j'essayais d'amener timidement, la distinction entre éros et philia. Mais tout à fait. Philia absolument. C'est pour ça que l'acception, l'amour doit se prendre dans plusieurs acceptions du terme. Oui, évidemment, bien entendu. Oui. Quand on a dans ton livre, tu parles des carences affectives. En avoir. Comment est-ce qu'on peut combler ce vide? Et est-ce qu'on peut combler un jour le vide? Alors là, pareil, de l'amour qu'on n'a pas reçu. Au risque de déstabiliser Renaud, et pour avoir eu cette conversation récemment avec un ami, moi j'ai rien contre le vide. Pour moi le vide est du plein. Et c'est là où parfois j'aime à sortir des concepts, mais le vide est du plein autant que le plein est du vide. Oui, mais nous on est comme la nature, on a horreur du vide. Et oui, mais tout le sujet est là. C'est que tant que tu as horreur du vide, si je donnais ma définition de l'amour c'est juste l'opposé de la peur. Si c'était... Donc, l'amour, pour toi, est l'opposé de la peur. Ouais. D'accord. Donc, en fait, quand t'es dans l'amour, et donc pas dans forcément d'un point de vue uniquement matériel, sexuel, physique ou physiologique, mais quand t'es dans un état plutôt de paix, de confiance, je sais pas, les autres mots qu'on pourrait mettre là-dessus, de gratitude, de béatitude... Et de tranquillité d'esprit, quelque part, un peu, peut-être. Le vide, une métaphore que j'aime bien donner parfois à mes clients, c'est que le vide, quand tu es dans un igloo, c'est le vide qui tient chaud. S'enlève le vide,
Il n'y a plus de ouais. chaleur. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est le vide qui permet aussi, le vide tel qu'on l'imagine, hein, c'est Ça me fait peur le vide. Ça me fait très très peur le vide. Oui, tu vois, Et ce vide peut t'aider finalement aussi à ressentir de l'amour. Oui, c'est que, en fait, ce qui va être une carence pour toi va pas forcément l'être pour moi, en fonction. En fait, si j'ai le manque, c'est que j'ai le potentiel. Voilà, je le verrai comme ça. D'accord. C'est pas évident hein, d'expliquer concrètement une pensée qui est très abstraite. Oui, bien entendu, mais il y a différentes pensées en plus. Alors, toi, d'après ce que j'ai lu dans ton livre, tu dis connaître donc des points d'acupuncture pour sortir de certaines épreuves. Alors, est-ce que tu t'en sers? Comment ça se passe quand tu as un client, une cliente Est-ce qu'on peut se faire de l'acupuncture à soi-même? Oui, voilà, des points. Alors là, moi, je parle pas d'elle, je parle pas d'elle-même, je parle de ses clients, je parle des personnes qui viennent la voir. Donc, comment ça se passe? Alors, comment tu parlais de nettoyer, donc tu commences par un nettoyage. Oui, alors là, je m'adapte. Nettoyage par le vide, du coup. Est-ce qu'on en était au vide? Excuse-moi, je ne peux plus m'en empêcher. Dis-nous un peu. Non, Dis-nous un peu. Alors, pour les nettoyages, non, c'est très différent d'une personne à l'autre. Oui, tu t'adaptes en fait à la personne qui vient te voir. T'as pas un protocole établi. Si je regarde la métaphore avec le garagiste, si tu viens parce que ton clignotant ne marche pas, tu sais pas. C'est pas forcément la même cause que celui qui est venu avec son clignotant qui ne marchait pas juste avant. Donc, même si à force de l'expérience fait que, un peu comme les médecins du corps physique, on a quand même des raisonnements empiriques. Il faut aller vérifier après notre déduction empirique dans la réalité et s'adapter aussi aux différents corps des personnes qu'on a en face de soi. Pour autant, les points d'acupuncture, ça ne guérit pas et ça ne répare pas tout seul, mais ça soutient les organes du corps physique dont selon la médecine ancestrale, dont chaque organe a un rôle à jouer au service du corps émotionnel. Oui, voilà. Énergétique. Parce que quand le corps parle, le cœur souffre. Le cœur, en médecine chinoise, c'est l'organe clé. C'est celui qui fait vivre toutes les autres. Hein. Donc, oui. Bah, écoute, on va demander à Nolan de nous envoyer une petite vidéo de Sarah Jane. Donc si tu veux bien Nolan, on va regarder une petite vidéo et on va reprendre après. Réparer votre dépendance affective ne va pas vous amener à sauver votre couple ou à être immédiatement en couple. Je suis navrée si je casse ce mythe, mais la panne qui vous amène à être en dépendance affective, elle vous a peut-être mis, jusqu'à présent, dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous et qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Parce qu'on est dans une relation qui est condition, et qui finalement vous amène à attendre de l'extérieur des activations d'autorisation que vous n'avez pas su vous donner à l'intérieur. Quand vous êtes pleinement réparé, que vous avez appris à activer l'amour de vous, la confiance en votre valeur, eh bien non seulement vous aurez la légèreté de vous dire que le célibat, comme le couple, ne sont que des expériences et qu'elles ont toutes quelque chose à vous apporter et vous vous en nourrirez, mais en plus, vous lâcherez cette tendance à vouloir contrôler la vie absolument et à croire que vous savez mieux qu'elle ce que vous devez recevoir et quand. Et puis enfin, surtout, vous attirez enfin des relations qui sont bonnes pour vous. Alors, est-ce que c'est le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui et que votre autre conjoint va lui aussi bouger parce que vous aurez pris votre place, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui viendra sur votre chemin? Ça, c'est l'expérience qui vous le dira quand vous serez réparé à l'intérieur de vous. Alors écoute, là j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton livre. C'était très intéressant parce qu'on parlait de la dépendance justement affective, hein, quelque part. Les 7 clés, donc les gens qui s'aiment ont leurs secrets, et il y a donc 7 clés dans ton livre qui correspondent à 7 épreuves, c'est ça? Hein? En fait, tu as 7 chapitres et qui sont une épreuve du cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous parler un peu de ces chapitres? En fait, ce qui m'anime, je ne connais qu'un tout petit bout de ce qui me passionne, et ce qui m'anime beaucoup, c'est le jeu des relations.
Et donc, je suis allée mettre un lien entre comment est la relation que je vis avec l'autre et qu'est-ce qu'elle dit de moi. Dans ma vision, l'autre est mon miroir. La relation va être un moyen d'aller m'expérimenter moi au travers de ma frustration de ne pouvoir changer l'autre. Et donc, c'est plus comment est ma relation. Dis-moi comment est ta relation, je te dirai dans quelle épreuve est ton cœur pour que tu puisses aller nourrir ce dont tu as besoin toi pour t'autoriser une relation qui soit plus épanouissante que celle que tu vis aujourd'hui et qui t'exaspère ou qui te frustre ou qui te fait souffrir. Voilà. Et alors donc, dans tes épreuves, tu as, je lisais différentes choses. Perdre la voix, là, voilà. Tu parlais tu parles de différentes choses dans les épreuves. Et tu donnes, alors ce qui est amusant, c'est que tu donnes il y a l'épreuve, donc voilà, j'explique un petit peu. Donne les clés, si j'ai bien compris. Elle donne les clés, voilà. Elle parle des épreuves et puis elle donne les clés, effectivement. Pendant que tu cherches... Donc, comment reconnaître cette épreuve et comment reconnaître l'épreuve? Parce que l'épreuve, on n'est pas toujours, on peut penser, on peut imaginer, mais il faut la découvrir. Et quand les gens viennent te voir, est-ce que tu peux les aider à identifier justement leurs épreuves? Oui. C'est le but, en fait, quand ils viennent te voir, c'est de trouver auprès de toi cette aide. Oui. Après, encore une fois, je dis avec beaucoup d'humilité, ma vision n'est pas la vérité absolue, mais dans ma pratique, et ce qui correspond à ce que moi je cherchais quand j'étais dans la situation de souffrance, je me dédouane pas du tout de la réparation de mon client. C'est pas prends les clés et puis raconte-moi ta vie et débrouille-toi tout seul. Moi j'ai beaucoup tu es là souffert pour de ça à l'époque. l'aider. Oui, bien je me sûr. disais mais en fait je vous raconte ma vie mais Et le soutien. oui. Non. Non. Alors non. Tu non, ne définis pas comme ça. Non, c'est vraiment quand vous allez voir un garagiste avec votre voiture, vous lui posez pas la voiture au garage pour lui expliquer tout ce qui va pas. Oui, ça c'est sûr. Voilà. On lui laisse la voiture, on lui laisse les clés justement. J'en pouvais plus dans les périodes de souffrance absolue de me dire mais je raconte des choses que je sais déjà. Mais ça m'aide pas du tout de raconter des choses que je sais déjà. Ah oui, bien sûr. Là. Donc, comment ? Tu parles de psychanalyse ? Oui, de psychanalyse, de thérapie, oui. Voilà, de certaines choses qui marchent très très bien pour d'autres, puisqu'il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais c'était pas du tout. Donc toi, tu penses qu'il vaut mieux ne pas tenter d'identifier le problème et te confier à la personne qui va t'aider, et tu penses que cette personne, c'est à elle de trouver d'où vient le problème, et c'est elle de trouver comment on va en sortir. Trouver le problème, moi je cherche pas à trouver le problème pour les autres, non, personne c'est mieux pour toi-même que toi-même. Le garagiste dont tu viens de parler, tu as l'air de dire que le client n'a pas à dire c'est ça qui va pas sur ma voiture, c'est à vous de faire en sorte qu'elle soit réparée. Ouais. Si j'ai bien compris. Alors, pour le dire d'une autre manière qui sera peut-être plus éclairante, ma vision, c'est que mon job, c'est de permettre à l'autre de désactiver le moulin ou le manège sur lequel il est, pour lui permettre de débrancher son logiciel, d'avoir accès aux informations auxquelles, pour l'instant, dans son logiciel, il n'a pas accès. C'est ça. Donc si je le laisse rester sur son manège et que je lui dis il va tourner en rond, et comme moi j'ai tourné en rond pendant des années. Il y a une phrase quand même qui me surprend un peu, qui est sur la 4e de couve de ton livre. Je viens de regarder rapidement. Tout de suite, ça m'a un peu interrogé. Tu écris, ou la personne qui a écrit sur la 4e de couve, mais je pense que tu as dû quand même y participer. Quand on veut, on peut. Oui. Puis-je y lire, sauf quand on ne peut pas. Explique-moi ça. Oui, ça c'était très précieux pour moi que ce soit. C'était la première phrase que je voulais. On veut, on peut. Sauf quand on ne peut pas. Sauf quand on ne peut pas. Moi j'ai besoin de comprendre. Ouais. Parce que une fois qu'on est de l'autre côté de la rive de la souffrance, pour moi, le chemin de connaissance de soi et d'élévation de fréquence, il est illimité, mais il y a quand même une rive qui change tout dans le jeu, c'est quand tu sors de la souffrance. Et quand tu es dans la souffrance, et il y a plein de choses auxquelles les gens qui sont sur l'autre rive te disent « mais fais ça, mais regarde, mais ça c'est facile », en fait toi tu n'as pas accès. Et donc je trouve le discours de certaines personnes qui sont de l'autre côté extrêmement culpabilisant et
est extrêmement parce qu'elles ne ressentent pas ce que tu d'augmentation de souffrance, Et parce oui. que toi tu vas te dire mais en fait je le veux Je comprends mais je ce le que peux c'est, pas, oui. donc Et je oui. dois être défaillant, je dois être un Très cas bien. désespéré, Je comprends. et donc tu vas creuser le trou Oui, dans lequel tu es absolument. déjà Oui, c'est bien comme enfoncé. s'il y avait une autre langue en face de la tienne et que tu ne Oui. comprennes pas cette langue. C'est ça. Et souvent, j'aime bien la vision de se dire, si tu te mets en face de quelqu'un, face à face, et par terre, tu vas dessiner un W, d'accord, face à Oui, toi. oui. L'autre en face de toi, Il va voit voir un M. Exactement. Ouais, tu as raison, c'est un bel exemple. Ça, Oui, c'est oui, bien. c'est vrai. Mais dis donc, elles sont Effectivement. intelligentes, Ah, tes bien invités. sûr. Hein. Eh, Hey, puis j'ai t'invites pas une... n'importe qui. Hein. Mais non, et puis nous avons une Martine qui prend soin de nous toutes, n'est-ce pas Ouais, très bien. ouais. Hein? Alors, est-ce qu'on peut se décoder nous-mêmes et devenir notre propre guérisseur? Est-ce qu'on peut quand même y arriver? Après, encore une fois, ça Non. ne parle que de ma vision à moi. Moi, je crois qu'une fois qu'on est sorti qu'on est sur l'autre rive et qu'on est sur le chemin de l'exploration, de l'éveil, de l'amélioration permanente, oui. Quand on a les bons outils qui fonctionnent pour nous, qu'on a identifié notre fonctionnement, oui. C'est ce que j'apprends à mes clients, cette autonomisation pour aller dans une libération ensuite qui est exponentielle. Pour autant, ce que j'explique aussi dans certains passages du livre, c'est que si tu cultives plus cette humilité, si tu n'utilises plus toutes ces clés-là, à un moment donné, tu vas peut-être avoir à réapprendre. Et là, tu vas être reconfronté à des paliers, soit pour passer des niveaux qui sont extrêmement douloureux, des phases de chaos, soit parce que tu es reparti en arrière par croyance que tu savais. La différence entre connaître et Je savoir. vois ce que tu veux dire. Et donc, dans ces situations-là, pour moi, le chemin, c'est de trouver l'humilité et le courage de demander de l'aide. Oui, c'est de se faire aider, donc de ne pas rester seul. Et alors toi, comment tu travailles? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu n'es pas de Paris, tu es de Bordeaux. Ouais. Est-ce que tu as un lieu, tu as un cabinet à Bordeaux? Je suis sur la toile d'Internet. D'accord. Alors Je travaille donne-nous Ça se le passe, nom de, donc, de ta toile, de ton site, si tu en as un. Enfin, c'est mon nom, Sarah Jane Doyle. alors tout simplement, Sarah Jane. SarahJaneDoyle.com, c'est mon site. D'accord. Et après, je suis facilement retrouvable quand même sur les réseaux sociaux, Oui, puisque Bon, bien je sûr. partage beaucoup quand Tu même. partages beaucoup, tu fais aussi quelques vidéos. Bon, j'ai vu des vidéos. Et donc, on peut se connecter à toi en visio. des visios, oui, c'est ça, comme oui. ça que ça fonctionne surtout. Visioconférence. Ouais. tu fais, Oui, parce que dans certaines étapes du programme de libération, dans la réparation, il y a accès au collectif. Ouais. Et le collectif, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on a vécu avec le Covid, qui nous a permis de nous familiariser bien avec sûr. ça. Oui, bien Et sûr. de nous reconnecter autrement et de nous permettre d'être finalement, parce que j'ai des clients qui sont en dehors de France. Oui, Donc, oui, oui. Et bien comment sûr. alors, Oui, ça concrètement, tu facilite passes les par choses, quoi? bien WhatsApp tu passes par quoi? Alors j'ai été Zoom. sur WhatsApp longtemps, et puis après, pour des raisons de confidentialité. Oui, alors par quel ça a réseau changé, on est passes-tu? sur Zoom. Zoom, oui, c'est Ouais. ça, oui. D'accord. Oui, je paye Zoom pour être. Ah, non, sécure il faut être en- concret. en Alors, confidentialité. qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer, avant de terminer sur l'amour, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand on parle d'amour? Vaste question. Oui, je dirais que l'amour, c'est une des fréquences qu'on peut vibrer quand on se connecte avec quelque chose de très haut, et que ça permet vraiment beaucoup de choses, Permet tout, oui. et que peut-être pour faire le lien et boucler avec les interrogations de Renaud tout à l'heure, je crois la vie est extrêmement bien faite à plein de niveaux, même si on ne le voit pas, et qu'en fait on va attirer ce qui nous met en harmonie, et donc les personnes qu'on va aimer sont souvent sur des fréquences qui matchent avec les nôtres, ce qui veut dire qu'évidemment, si tu changes ta fréquence, tu vas te Oui. désharmoniser, et Oui, donc bien sûr. pour gagner, il faut accepter de perdre. Oui, c'est ça, c'est Tout à joli. fait. oui. Moi, j'ai une question à poser aux deux Sarah.
Alors j'allais demander la même chose à Sarah. Ah oui, pardon. Alors, je vais quand même demander à Sarah maintenant. La même chose. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur l'amour? Voilà, un dernier mot sur l'amour, quelque chose qui te viendrait comme ça. Moi, j'ai une question qui va peut-être permettre d'enrichir un tout petit peu la tienne, si je puis me permettre. Est-ce que toutes les deux, vous pensez qu'on peut aimer sans estimer? C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, ça me semble également impossible. Il n'y a pas d'amour sans estime. Absolument. Mais pour répondre à ta question, Patricia, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, j'ai envie de parler à toutes les personnes qui ont anesthésié leur cœur par peur de souffrir encore. C'est à ces personnes que j'ai envie de m'adresser. J'ai vraiment envie de dire à ces personnes que la pire des punitions sur cette terre, c'est la privation d'aimer. Et que c'est vraiment, avec toute la culpabilité qui est autour d'ailleurs, parce que si j'engourdis ce cœur et que je fais ce qu'on a dit tout à l'heure, toutes ces personnes qui survivent sur cette terre, qui fonctionnent, je répète, présentes physiquement, absentes psychiquement, je crois que ça, c'est vraiment la plus grande des mutilations, avec toute la culpabilité qui est autour de ça. Parce que à l'intérieur de soi, on sait bien qu'on est né pour aimer. C'est le seul sens d'une vie. Et donc, ça va générer de l'agression contre soi et donc contre les autres. Et l'autre va servir de punching ball à tous mes inaccomplis. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas toutes les deux, là encore je m'adresse à vous deux, qu'il y a des gens qui ont peur d'aimer, de peur justement de ne pas recevoir l'amour qu'ils portent à quelqu'un, de ne pas le recevoir en inversement. Je crois que c'est ce que Sarah était en train de dire, en fait, c'est ça. Oui, laquelle, Sarah? Précise, noire, blanche. Ah, Seriévique. Mais oui, parce que c'est ça. Si tu as beaucoup aimé et si tu as été beaucoup déçu, s'autoriser. Tu as été beaucoup déçu dans ta vie, est-ce que quelque part, tu peux te retrouver à un moment où tu dis non, moi je veux plus aimer parce que je suis mal payé de retour quelque part, tu vois, pour parler d'une façon très claire et très crue. Alors moi, je vais répondre à ça, c'est pas l'amour. C'est-à-dire si on a aimé vraiment dans les entrailles de l'être. La réponse à l'amour... Mais si tu as beaucoup aimé très sincèrement et si quelque part tu as été déçu, est-ce que tu ne peux pas ensuite avoir peur d'aimer à nouveau? C'est ça ma question. La déception, tu te la crées? Déception, comment ça je me la crée? C'est toi. Ah non, si quelqu'un me trahit, c'est pas moi qui me suis trahi, c'est l'autre. Elle est trahie parce que tu avais projeté des choses qui n'ont pas eu lieu, parce que tu avais des attentes qui n'ont pas été comblées. Donc tout est de ma faute, quoi. Tout est de la faute de celui qui est cocu, quoi, qui s'est fait trahir, etc. Donc c'est de sa faute. Le mec, il est cocu, mais c'est de sa faute. Si je t'entends bien. Ah non, c'est de sa faute s'il en souffre. Ah, s'il en souffre. Aïe, 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 aïe. Oui. Ah ouais. C'est en ça où tu portes l'interprétation. Et ça vient peut-être, aussi de la personne, ce qui lui arrive. C'est vachement compliqué tout ça. C'est compliqué. Moi, j'ai vraiment envie de dire, allez, le dernier mot. Aimer est toujours une chance. C'est un cadeau divin. Ah, mais je suis d'accord. Et c'est cette chance qui est à honorer, quelle que soit la réponse à l'amour. Si en face de moi, j'ai quelqu'un d'incompétent à aimer, c'est une grâce que cet homme-là ait réveillé chez moi l'amour. Parce que seul l'amour guérit de l'amour. Ça veut dire que je vais forcément, à partir de là, rencontrer une autre façon d'aimer. Et que l'appel de l'amour crée toujours de l'amour. Alors je vais laisser Patty finir, mais j'ai un dernier mot à te dire. Tout à l'heure, je te parlais de l'estime. C'est très beau. Et là, moi, ça va encore plus loin. Pour que j'aime vraiment quelqu'un, il faut que j'admire cette personne. On va en parler ensemble après, parce que moi, je partage pas ça. Alors. Tu partages pas ça? Tu as encore un petit peu de temps, vas-y. Ah ben oui, parce que quelques minutes. Pourquoi? En fait, l'autre, c'est le miroir. Tu vas admirer et tu vas admirer quelqu'un pour la même raison que tu vas le détester. C'est pour ça que souvent les mariages ont lieu pour les mêmes raisons que les divorces. Parce que c'est ce qu'on appelle le cadran d'Hoffmann, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et en fait, tu vas admirer l'autre pour ce qu'il a en lui que tu aspires à développer en toi.
Peut-être. Et tu vas le haïr pour ce qu'il a tellement développé que tu n'as absolument pas développé. Ah non, c'est de la jalousie. Et donc ça là, te je connais renvoie. pas ça. C'est Non, pas de la jalousie. C'est de l'envie, c'est pas C'est de bon, la ça. carence. C'est La là où tu carence. vois l'autre, il t'irrite, il t'agace. Hmm. Voilà, moi Ouais, j'ai moi, il j'ai peut eu des m'arriver relations d'admirer, où c'est l'autre possible, était je peux tellement comprendre. organisé Oui, oui. et moi j'étais tellement bordélique Oui, qu'en oui. fait son organisation m'énervait, non pas parce que j'étais agacée par quelqu'un d'organisé, mais Oui. parce que j'arrivais pas à l'être Parce que moi-même. j'arrivais pas à le faire moi-même. Oui, on Bah peut Et prendre donc, ça en dans fait, ce sens-là. dans ce sens-là, Ouais. tu peux estimer, admirer qui tu veux Hmm. à partir du moment où en fait tu perçois que c'est toi. Ouais. Et donc C'est le miroir, oui, tu Oui. projettes. C'est compliqué l'esprit Ah, d'une c'est femme. compliqué l'amour. Nous, on est surtout. plus simple. Moi, j'ai compliqué. vraiment envie Et de c'est dire simple. que tout dépend de la façon dont tu admires. Il ne faut pas Oui. confondre admiration et dévotion. Ah non, la C'est-à-dire, si dévotion, tu es je ne vraiment peux dans pas, je ne connais pas. l'admiration, Mais il faut que j'ai un peu dans d'admiration une pour admiration quelqu'un. qui, Oui, mais qui est je suis belle, d'accord. qui est saine, elle va justement Ah oui. te stimuler. Ah oui, c'est exactement dans ce Et sens. nous allons ensemble, dans cette Oui, admiration, c'est comme ça nous que je vois les stimuler ensemble à Ouais. être à deux Ouais. mieux que ce qu'on est tout seul. Ah bah voilà, c'est dans ce sens-là. je Et le ben disais. voilà, on va s'arrêter là-dessus et je vais donc remercier mes deux auteurs ce soir, Sarah Serjevic. Merci d'être venue, Sarah. Alors je rappelle le titre de son livre Quand l'amour rend possible l'impossible, mais de toute façon je crois qu'on a la couverture qu'on peut revoir. Si Nolan peut nous la renvoyer. Quand l'amour rend possible l'impossible, donc chez Mama Édition, qui est sorti il y a 2 mois je crois. Voilà. Hein, voilà. Septembre. 17 septembre. 17 septembre. Donc voilà un beau cadeau à offrir pour Noël. Et puis il y a également Les gens qui s'aiment ont leur secret pour Sarah Jane de L. Donc voilà, qui est donc sorti au Lotus et l'éléphant. Alors donc Ah là, je pense pas qu'on le voit Sarah, très bien parce Sarah qu'on zoome pas. Serjevic, où est-ce qu'on peut te joindre? Comment peut-on te joindre si on veut te rencontrer, si on veut aller dans ton théâtre authentique? Dis-nous un petit peu. Eh bien, moi aussi, il suffit d'aller sur mon site, Sarah Serjevic. sarah-serjevic.com. D'accord. Ben voilà, et on peut aller à ta rencontre. Et donc, toi, redis-nous ton moi ton aussi, site. mon site sarahjanedehail.com où vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Sarah Dehail Voilà. ou sur Instagram à Sarah Jane Dehail. Voilà. Et ben merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci Renaud. Merci pour, Patty, ta merci présence à vous deux, de merci Candide. beaucoup. Merci à Nolan, notre réalisateur ce soir. Bonjour aux amis de Star Style. On se retrouve, je n'ai plus la date, mais je crois que c'est le 19 novembre. Moi, ma prochaine émission est le 17 avec Voilà. Jean-Jacques Alors, Debout et toi, c'est 2 jours après, donc c'est le mercredi 19. 19 Moi, ça sera novembre 19. pour un On me nouveau voit plus, rendez-vous là. des Je mystères. disparais de l'image, ah ça y est, on me revoit. Voilà, on se Ils se diront retrouve au revoir, pour un moi aussi. nouveau rendez-vous du mystère le 19 novembre. Donc bonne soirée, bonne nuit et que l'amour vienne vous inspirer jusque dans vos rêves.